Bonjour, je m'appelle Diallo Tigui. Je suis de nationalité guinéenne. Je viens de Conakry. Depuis 2012, je suis en Belgique. J'ai demandé l'asile qui a été refusé et je suis là. Est-ce que tu as donné un motif de refus pour ta demande d'asile? Oh, le motif, ils ont dit c'est parce que j'ai fait des études. En fait, j'ai eu une licence en droit des affaires et que j'ai plus de la trentaine et, et que le mariage forcé n'existe plus dans mon pays. Donc j'ai plus de la trentaine, j'ai un bagage intellectuel, je sais vivre tout seul en Afrique sans subir des oppressions de la famille ou de la société. Donc il n'y avait pas de raison pour que l'Office des étrangers te donne l'asile. Voilà, me reconnaissent comme réfugié. Ok, Oui. je vais couper. Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours, quand est-ce que tu l'as dit, quand est-ce que tu es arrivé en Belgique? Oui, en 2012, je suis arrivée en Belgique. Et bah voilà, qu'est-ce qui s'est passé pour toi depuis 2012 par exemple? Il s'est passé beaucoup de choses depuis 2012. Hein. Il y a eu le refus, il y a eu l'arrestation, il y a eu le centre fermé. Et voilà, il y a la vie de sans-papier depuis. C'est quoi la vie dans son papier en Belgique? C'est difficile à dire parce que tous les sans-papiers ne vivent pas les mêmes difficultés. Ça dépend si tu as des amis, si tu as des assos qui prennent soin de toi. Et voilà, c'est une vie quand même difficile parce que tu risques beaucoup de faire une vie de rue. Tu as de fortes chances de te retrouver dans la rue sans rien, sans aide, sans soutien particulier. Donc, ça te fait perdre d'espoir. Tu te dis que est-ce que tu es un être humain? Tu doutes de tes capacités. Tu te poses des questions. En fait, pourquoi j'en suis là? Pourquoi j'en suis là? Parce que il y a des gens qui quittent pour juste se sacrifier pour le bonheur d'une famille, juste pour qu'ils puissent avoir 3 repas par jour, qu'ils puissent subvenir au minimum des besoins de la famille. Et ils viennent ici en quête de ce minimum et eux-mêmes, ils n'ont pas ce minimum. Et donc, dans ces situations-là, tu n'as pas le droit de travailler. En Europe, c'est difficile parce que les gens ne t'hébergent pas facilement. Ce n'est pas parce qu'ils refusent ou qu'ils sont méchants, mais les charges coûtent. Donc, chaque bouche est calculée. Et pour ça, ça rend difficile. Les gens n'ouvrent pas facilement leurs portes. Et toi, tu avais des gens que tu connaissais ici en arrivant? Non, mais j'ai connu des gens quand je suis arrivée. Je vais couper. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton passage du centre fermé? Déjà, c'était quel centre? C'était Bruges. Ouais, mais Comment ça s'est passé déjà? Pourquoi on t'a envoyé là-bas? c'est lors d'un contrôle de routine à la BAT, à Liège. Un 27 juin 2013, juillet 2013, j'ai été contrôlée. Je n'avais plus de papier, je n'avais plus ma carte orange parce que
Ma demande d'asile avait été rejetée, ma demande neuf-terre aussi avait été rejetée. Donc voilà, je me retrouvais sans papier et je n'avais pas de carte d'identité à présenter. Donc on m'a amené au poste de police de Liège, Natalis. J'ai passé 24 heures et le lendemain, on m'a conduit à Bruges. Et je suis restée 4 mois à Bruges. Je suis passée devant le juge 4 fois, je crois. C'est quoi le quotidien à l'intérieur du centre? À l'intérieur du centre, ça dépend. C'est quand même magique entre les détenus parce que ce qui est dur, les gens y vont et viennent. Donc aujourd'hui, le matin, tu peux être avec une personne, à midi, elle est déjà expulsée. Ça, c'était très dur. Et passer une journée en centre fermé, c'est comme être en attente de la mort. Qu'on te dit, c'est ton jour aujourd'hui. Et chaque heure compte. Chaque heure qui passe, c'est un soulagement. Chaque heure en fait, la nuit qui tombe et que tu es encore dans un centre fermé, tu es soulagé parce que tu as au moins la nuit. Tu te dis qu'au moins j'ai encore cette nuit. Mais le jour qui se lève dans un centre fermé, c'est comme l'enfer, c'est comme un jour qu'on n'a pas envie de vivre. Parce que tu t'attends toujours à ce qu'on vienne te remettre ton billet, à ce qu'on vienne te dire tu vas retourner, on va t'amener à l'aéroport, ou qu'on va te mettre au cachot. Donc c'est vivre, je ne sais pas comment expliquer ça, dans une attente, dans une émotion effroyable de peur. Tu es là toute la journée, mais tu as une peur en toi. Tu te dis, est-ce que je serai là encore demain? Là, il y a un langage commun. Il y a des gens qui arrivent, par exemple, de la Chine, des Philippines, de la Russie. Des gens qui ne parlent pas un mot du français ou même l'anglais. Mais dans cette situation, on arrive quand même à communiquer. Ça, c'était très fort. On arrive à se soutenir dans des conditions comme ça. Quand on entend qu'une personne est libérée, ça te donne l'espoir. Tu te dis que peut-être que moi aussi j'aurai cette chance. Mais quand on vient chercher une détenue pour dire qu'on va l'expulser, c'est comme aussi si c'était toi qu'on devait expulser. Donc, dans un centre fermé, c'est un même corps. En fait, comment je peux dire ça? C'est un même esprit dans plusieurs corps. Mais tous pensent la même chose, tous vivent la même situation. Donc, la peur, elle est là toute la journée. Et la nuit, c'est la délivrance. Voir le soleil dans un centre fermé, c'est voir l'enfer, quoi. Précédent reportage, tu parlais de la peur. Tu disais que tu avais peur en fait. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ça? D'accord. De quoi tu avais peur avant et maintenant de quoi tu as plus peur? Ok. En fait, quand tu reçois ton ordre de quitter le territoire et que tu réalises désormais tu es un hors-la-loi, entre guillemets, à chaque coin de rue, quand tu rencontres un policier, tu as le cœur qui bat fort. Tu te dis, et s'il me demandait une carte d'identité, et si on m'enfermait, et si on m'expulsait?
tu as cette peur qui te hante. Mais une fois que tu as subi l'arrestation, l'enfermement, tu sais ce qui t'attend quand un policier t'arrête désormais. Donc, est-ce que tu as encore peur? Je ne sais pas. Peut-être tu n'aimerais pas revivre cette situation, mais au final, tu te diras que c'est pas si dramatique que ça. Si je m'en suis sortie une fois, peut-être une deuxième fois aussi. Donc, le plus dur, c'est vivre après l'enfermement. Si tu te dis que c'est passé, j'ai surmonté, mais en fait à chaque fois ça te revient en petits bouts, c'est une musique que tu entends, c'est une parole que tu entends, c'est dans un espace où tu te retrouves, ça te ramène à des petits bouts d'images, ça te ramène toujours dans un centre fermé. Si tu prends ta douche, tu te rappelles que tu es resté 4 mois, c'est quelqu'un qui décidait quel jour tu allais prendre ta douche. C'est quelqu'un qui décidait quand est-ce que tu allais faire ton linge. Voilà, donc maintenant je vois un flic. C'est un flic, quoi. C'est tout. Il peut me demander mes papiers, je lui dirai que je n'en ai pas. Le collectif Nimis avait une série de questions qu'il se posait en tant qu'Européens avec les expulsions des étrangers. Et donc, n'ayant pas eu des réponses avec les politiques, ils se sont tournés vers les principales intéressés, quoi, en fait, les acteurs. Et c'est comme ça qu'ils sont venus dans un centre d'accueil de la Croix-Rouge à Bierzé, parler de leur projet de recherche. Au départ, c'était juste une curiosité et c'était juste pour faire des ateliers. On n'avait pas pensé spectacle tout de suite, mais Tu les connaissais déjà à ce moment-là? non. Je les ai rencontrés dans ce centre ouvert à Bierzé quand ils sont venus parler de leur projet. Et au début, on se méfiait parce que moi, j'avais fait plus d'un an, 6 mois, j'étais dans ce centre. On n'a jamais reçu de visite d'Européens, quoi. Dire venir avoir un projet pour travailler avec les immigrés. Donc nous, on s'est dit, ouf, méfiance, est-ce que c'est pas l'office qui envoie des espions pour voir comment on vit ici, est-ce qu'on est encore en règle et tout ça. Donc le premier jour, le contact était vraiment froid, c'était vraiment tendu, je veux dire. Et aussi, le Nimis a pris un gros risque parce que travailler avec des demandeurs d'asile, c'est... Nous, dans les centres ouverts, en fait, nous vivons dans... Comment on appelle ça? Dans l'incertitude. Tu es là aujourd'hui, demain, tu ne sais pas si tu seras là. Parce que tu es en attente d'une réponse. Tu ne sais pas si elle va être positive ou négative. Et dans ce cas-ci, si elle est négative, c'est tout de suite avec un ordre de quitter le territoire. Et avec un ordre de quitter le territoire, dit que tu dois aussi quitter le centre. Donc, tout était réuni pour que nous ne restons pas longtemps ensemble, pour que l'étape ne va pas jusqu'à la création. Mais ils ont été tentés, ils ont dit bof, c'est pas grave, on essaye quand même. Parce que là, tu parlais de centre ouvert et du centre fermé. Ouais. Après ce que tu dis, il y a la même peur du centre ouvert et du centre fermé. Oui, mais
Non, la peur, elle est différente. Parce que dans le centre ouvert, si tu as ton ordre de quitter le territoire, tu as le choix de partir là où tu as envie d'aller. Pas forcément demander, tu peux demander un retour volontaire si tu as envie de partir. Tu peux aller chez des amis, tu peux aller dans des associations, tu peux aller à la maison des migrants par exemple. Mais dans le centre fermé, tu n'as pas le choix. C'est ton pays ou ton pays. Et peut-être tu n'es pas prêt pour aller dans ton pays. Tu n'es pas organisé pour ça, tu n'as pas envie. Donc voilà, c'est pas la même peur. Oui, c'est vrai, il y a toujours une peur, il y a toujours l'incertitude. Est-ce que je serai là demain? Mais elle est à pourcentage réduit. Alors, c'est quoi ce spectacle? Ce spectacle parle de l'économie que ça génère, l'économie du migrant, l'économie que le migrant génère en fait autour de lui. Si on parle des barrières, le fait qu'on contacte une entreprise pour commander des barberets, pour les barbelés. Oui, les barbelés qu'ils commandent à une entreprise pour faire des kilomètres et des kilomètres de barrières pour que les gens ne passent pas. Si on parle des détecteurs de battements de cœur, soi-disant qu'ils font pour détecter les immigrés qui viennent par la Méditerranée, c'est des exemples comme ça, c'est des marchés que ces gens-là ont. Et à chaque fois, c'est des trucs qu'ils demandent à... cet outil qu'on a fabriqué il y a 1 an ne sert qu'à ça. Et si on l'améliorait, il pourrait nous aider à empêcher l'arrivée massive des migrants, à empêcher les morts, à empêcher que les migrants passent et tout. Mais malgré tout, toute cette haute technologie autour, toutes les précautions prises pour que les gens ne passent pas, ben, ça continue à passer. Les gens viennent, donc ça suscite une question. Est-ce que c'est vraiment important de dresser des murs pour empêcher les gens de passer? C'est la grande question en fait. Donc c'est tout ça qu'on parle dans ce spectacle. Et aussi de la situation du demandeur d'asile. On dit que les gens sont fainéants, ils ne veulent pas travailler, ils profitent de la situation. Mais rien n'est mis pour que cet immigré travaille, pour que cet immigré s'intègre. Tu es en attente de procédure, par exemple. Tu as une carte de séjour d'1 mois, 1 mois. On te donne un permis de travail. Tu te présentes chez un employeur. Il sait que à 50% de chance, le mois prochain, tu ne seras plus là. Il ne risque pas de t'embaucher. Il ne risque pas de te prendre. Tu te présentes pour faire une formation. Mais à 50%, on se demande, et si on te prenait et que en cours d'année, ta procédure se terminait? Que tu aurais occupé une place qu'une autre personne qui a un séjour de 5 ans ou autre chose aurait dû avoir, alors que toi, tu es là, c'est incertain. Donc, tout est réduit, tout est fait à des échelles pour dire que oui, on les permet quand même de travailler, mais tu as un séjour d'1 mois. Chaque mois, il faut que tu renouvelles ta carte orange. Un employeur ne risquerait pas de payer des charges pour toi et qu'au bout de 3 mois ou 4 mois, tu te barres. Quand même, c'est pas ça l'objectif. Donc, ou bien on te dit tout simplement, tu n'as pas le droit de travailler parce que tu as une recevabilité de 9 terres et donc tu es malade. Le temps qu'on analyse ton dossier, tu ne travailles pas. Tu restes en attente.
Mais entre-temps, tu passes au CPS. Le CPS te fournit des médicaments qui coûtent cher. Et moi, je me dis, OK, en attendant, on peut aussi t'embaucher pour que tu participes au moins à l'achat de tes médicaments. Je pense que l'État ne ferait que gagner. C'est pas... Si la personne n'est pas malade, alitée ou infirme ou je ne sais pas quoi encore. Donc c'est tout ça c'est toutes ces questions qu'on soulève dans ce spectacle. La vie de l'immigré en fait, en général, que ce soit avec ou sans papier, mais les traversées. C'est vrai que tu traverses des péripéties jusqu'à arriver ici. Tu arrives, tu penses que tu es au bout, mais tu as une barrière administrative invisible pour les Européens, mais que toi, immigré, tu vis quotidiennement. Pour avoir un tout petit papier, il faut que tu tournes ici, il faut que tu retournes de l'autre côté, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Chaque porte, chaque étape est une porte à ouvrir et une porte où la clé n'est pas à portée de main, quoi. Donc c'est tout ça qu'on soulève dans ce spectacle. Mon espoir pour l'avenir. Comment tu envisages l'avenir? J'espère que je pourrai continuer à faire ce que j'aime, dans la paix, sans peur, sans restriction, à savoir faire du théâtre quand j'en ai envie, faire du cinéma, voyager. J'aime voyager, bouger comme j'en ai envie, sans me dire que je risque d'être contrôlée, je risque d'être arrêtée et tout ça. Pouvoir vivre de mes propres moyens, peu importe comment, mais ne pas être vue comme une personne qui profite du système, quoi. Ou quand on te regarde, on dit ouais, j'aime bien cette phrase quand on dit on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Mais faire le spectacle du Nimis, en fait, m'a fait réaliser que en tant qu'étranger, en tant qu'immigré, on est tous sauf des misères, quoi. Parce que c'est vrai, au départ, la plupart du temps, on vient pour sauver sa vie, on vient pour travailler, c'est tout à fait normal. On vient pour une vie meilleure. Mais c'est nous, à notre arrivée ici, c'est nous qui créons de l'emploi. C'est nous qui offrons des contrats juteux à des entreprises de haute technologie. C'est grâce à nous que plein de riches ou de milliardaires ou de propriétaires de je ne sais quoi survivent, quoi. Donc, pour moi, nous sommes la poule aux œufs d'or, quoi. Donc, nous sommes tous sauf des misères. Nous sommes de l'or. Alors, c'est que les Européens espèrent dire que oui, on profite du CPS, des allocations et tout. C'est minime. C'est tellement minime par rapport à ce que nous apportons à cette Europe. Tellement minime. À savoir, les politiques vont détruire des vies. Vont détruire des villes, des vies quotidiennes que nous avons chez nous, en nous enlevant nos ressources, en nous privant de profiter de ce que la nature nous a offert clairement chez nous, qui nous met dans cette situation de besoin sans cesse. Tu te demandes, il y a des situations que tu vis chez toi, tu ne penses jamais à prendre le petit déjeuner, parce que tu n'as droit qu'à un repas par jour. Tu ne prends pas le petit déjeuner. Tu manges ton repas qu'entre 16h et 17h, pour ne pas dormir le ventre vide et pour ne pas être resté toute la journée sans manger. Et ça,
c'est non seulement les politiques de chez nous, les dictatures de chez nous, et les Européens, des politiques européennes qui sont mises en place pour entretenir ce genre de situation. Nous ne sommes pas des misères. Nous sommes des êtres humains. Nous sommes de l'or. Parce que ça, nous et notre continent, je vais parler de l'Afrique parce que je viens de là. Et on dit que la bourse dégringole, mais sans nous et nos ressources, la bourse, elle n'existera pas. Pas du tout. Alors peut-être une autre question. Qu'est-ce que ça t'a apporté de produire comme ça sur la scène du théâtre national? Est-ce que ça a changé quelque chose? Ouais. Cette chance que le Nimis m'a offert, je ne sais pas si un jour je vais avoir des papiers dans ce pays ou dans un autre pays européen, ou si je vais continuer à vivre en Europe ici. Mais le simple fait d'avoir contribué, même si c'est une seule fois, à dénigrer, à montrer la face cachée de l'immigration. Si une seule personne bénéficie de ce spectacle, qu'un changement quelconque, même si c'est une seule personne qui se dit « Ah, je réalise maintenant », en fait, voilà la réalité. J'aurais gagné un grand combat. Ouais, j'aurais gagné un grand combat. Et le simple fait d'avoir donné de l'émotion à des gens, de les avoir ouvert les yeux, à moi toute seule, je représente tous les immigrés. Je suis la voix de tous les immigrés en fait, parce que tout ce qu'ils vivent, c'est mon quotidien, c'est ma vie. Donc, le simple fait d'être dit immigré me fait comprendre leur situation. Et Dieu merci, Dieu m'a donné un don de faire du théâtre. J'adore le théâtre, la comédie et tout. Et si à travers cette passion que j'ai, je peux faire changer les choses à n'importe quel prix, même si moi je n'en profite pas, mais que derrière moi des gens puissent en profiter un jour, je pense que j'aurais réussi ma venue au monde en fait. J'aurais réalisé quelque chose dans ma vie. Parce que depuis que je suis arrivée en Europe, tout est mis en place pour me rappeler que je suis rien. Je vaux rien. Mais non. Travailler avec le Nimis, j'ai compris qu'en fait, moi et mes autres frères et sœurs immigrés, nous valons beaucoup. Et donc, c'est un honneur d'avoir participé à cette pièce de théâtre.